Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Lendemain Nature sur TVADP pour une nouvelle émission. La semaine dernière, on avait commencé un petit peu à aborder la sphère énergétique à travers les soins énergétiques. Aujourd'hui, on reste dans la sphère énergétique de l'être humain, mais pour parler de la formation énergétique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler un petit peu, encore une fois, du projet de dispensaire humanitaire de soins vibratoires que je suis en train de monter dans les Landes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me trouver en tapant Alexandrine Fournier. Sur Facebook, vous me trouverez tout de suite, c'est le premier post qui est fixé en haut de mon profil. Sur VK, c'est pareil, c'est le premier post qui est fixé. Et si vous allez sur YouTube, en tapant Alexandrine Fournier, vous trouverez ma chaîne. Et c'est la vidéo numéro 30 qui va représenter un petit peu le projet de dispensaire. Donc pour ceux qui suivent, je vous donne quelques nouvelles. Le charpentier, le menuisier est passé. J'avais tout poncé avant, c'est déjà tout lasuré. J'ai peint aussi à peu près 100 mètres carrés sur les 400 qui sont prévus. La cuisine est quasiment montée, les meubles, les façades, les tiroirs, ça commence à être en place. Le bûcheron est en train de m'amener les poutres et les dessus de barre, ça devrait être fixé en début de semaine. Donc je pense que lundi ou mardi prochain, tout sera en place et les travaux avec les artisans vont pas tarder à commencer le 4 avril. Donc si vous voulez vous tenir au courant de ce projet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation. Si vous souhaitez participer, ce serait quand même très sympa de m'aider financièrement parce que c'est un peu compliqué. À chaque fois sous les vidéos Facebook, sous la vidéo VK et sous la vidéo de ma chaîne YouTube de présentation du dispensaire, vous trouverez les différents liens. Le lien de lendemain, donc du projet du site du dispensaire. Vous trouverez la cagnotte participative avec GoFundMe. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire un don et à m'aider dans ce projet qui devrait voir le jour. Normalement, je pense en juillet, on sera à peu près au point. Voilà pour les nouveautés du dispensaire. Je cravache. Sinon, pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui, donc la formation énergétique. Pourquoi est-ce que je le mets à ce moment-là dans les émissions ? Parce que les soins énergétiques, je l'ai un petit peu dit la dernière fois, c'est très sympa, mais à un moment, il faut toujours payer, aller voir des gens. Et peut-être que c'est bien d'envisager d'être un peu plus responsable et autonome dans sa propre pratique et de se former soi-même pour pouvoir par la suite se soigner et gérer sa santé tout seul, comme un grand ou comme une grande, et faire énormément de choses, parce qu'on l'a vu la dernière fois, cet outil est très vaste et permet de faire beaucoup de choses. Alors, première question peut-être, pourquoi se former en énergétique? Alors, il y a plusieurs réponses, tout va dépendre de ce dont on parle et de qui vous êtes. Pour prendre sa santé en main de manière naturelle, de manière simple, de manière saine, que ce soit en préventif ou en curatif, ça peut être une solution. Se former à ce moment-là est à envisager parce qu'un jour, vous en aurez peut-être marre ou plus envie, ou peut-être pas les moyens financiers, temporels ou kilométriques d'aller voir quelqu'un toutes les semaines ou tous les mois pour vous faire soigner. Donc à un moment, se prendre en main, être autonome et responsable de sa santé est à envisager. Et vous avez un super outil pour. Donc formez-vous et faites-vous vos propres soins, ça fonctionne. Et vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les coûts de santé explosent et je crois qu'on a plus que jamais besoin d'outils qui soient sains et simples et que chacun à son niveau puisse utiliser car ça offre une très très grande autonomie. Donc, si on parle de Reiki, premièrement, si à un moment vous voulez être maître Reiki, si vous voulez donner des soins Reiki, il faut respecter la tradition et à ce moment-là se faire initier. Donc si on se revendique de formation Reiki ou Zui, se former est un passage nécessaire. L'initiation ne va pas sans la formation et la formation comprend l'initiation. Donc, c'est une nécessité de passer par la formation pour pouvoir prétendre être thérapeute ou maître Reiki. Autre raison de se former, tout simplement parce qu'il existe autant de motivations qu'il existe de personnes. Choisir de faire ce parcours-là, ça n'oblige à rien.
Ça ne vous oblige pas de pratiquer sur les autres, ni sur vous, si vous n'en avez pas envie. Ça ne vous oblige pas à former, si vous n'en avez pas envie. C'est juste quelque chose de très personnel. Il y en a qui font les formations simplement pour eux, pour leur bien-être, pour leur santé. Mais ça ne veut pas dire que leur démarche a moins de valeur que d'autres. Il y en a qui vont être motivés par le simple fait de donner des soins. Et puis il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la transmission. Encore une fois, aucun jugement, chacun fait ses propres choix. Et le choix que chacun fait est juste pour lui ou elle. Donc chaque motivation est différente. Et on peut choisir cette approche dans la perspective d'un développement personnel, ou pas du tout, et pas du tout avoir envie peut-être de donner des soins aux autres. C'est totalement légitime. Et d'autres vont avoir pour objectif de donner des soins. C'est très bien aussi. Par exemple, moi c'est personnel, mais au début de ma formation, je me sentais pas forcément de faire des soins aux autres du tout. J'étais plus à l'aise, d'abord clairement à faire des soins sur moi, et beaucoup plus à l'aise dans la transmission. Et puis petit à petit ça a évolué. Donc chacun est vraiment libre. Troisième raison de se former, pour aller à la découverte de soi. Quand on choisit de se former, d'une certaine manière, on fait un petit peu le choix de se bousculer en douceur, de bousculer les carcans, les carapaces, les craintes, les retenues qu'on a. C'est faire le choix d'aller à la découverte de soi. Et à un moment, c'est une vraie démarche pour un mieux-être, pour un mieux vivre, pour rencontrer l'énergie, pour se rencontrer soi-même. Et quand on se retrouve, quand on se rencontre, on est beaucoup plus vrai. On est plus authentique, plus en accord avec nous-mêmes. On apprend alors de façon plus naturelle les leçons de la vie. On va intégrer et maîtriser ses émotions. On va peut-être exprimer plus facilement ce qu'on retenait depuis longtemps, peut-être même depuis toujours. Bref, on est soi et on l'affirme, toujours en douceur. Et c'est très bien perçu parce que c'est authentique, c'est naturel. On est moins dans le jugement, beaucoup plus dans l'amour, dans la compréhension, dans le sourire. Et c'est très personnel. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Chacun va expérimenter ce qu'il doit expérimenter pour exister plus authentiquement. Donc c'est un chemin vers l'harmonie, vers la paix, vers la sérénité pour chacun. Quatrième raison de se former. Alors, c'est personnel, je ne trouve pas que ce soit forcément la meilleure, mais ça arrive. Il y a des personnes qui veulent avoir de nouveaux outils. Donc entre la formation, les connaissances, les techniques, les symboles, on a plein d'autres outils pour soi et pour les autres. Alors, pour une partie, c'est très bien, mais il ne faut pas viser un diplôme et imaginer qu'on va donner des soins professionnels comme ça, dans la foulée, quand on débute, non. Mais certaines personnes en tout cas, ont l'impression que des fois c'est un peu une course à celui qui va avoir le plus de diplômes. Et je le vois régulièrement quand je fais des salons. Ils ont des listes et des listes et des listes de termes, de critères et de formations et de spécialités et de diplômes. Excusez-moi, on a l'impression que c'est un petit peu à qui pisse le plus loin. Et à un moment, je pense que ces gens-là, d'abord se perdent et ensuite perdent les autres. Ça devient un peu compliqué d'identifier qui est qui et qui fait quoi. Alors après, je maintiens, c'est sûr que c'est un très bon outil. Et que c'est intéressant d'avoir cet outil parce qu'il permet beaucoup de choses. Les soins sur soi-même, travailler sur les autres, sur les plantes, sur les animaux, sur les lieux, sur les situations. Tout ça permet d'apprendre le calme et le respect. Il faut aussi savoir que cet apprentissage va faire, comme tout apprentissage, qu'on parle de mathématiques, de sport, peu importe, des paliers. La courbe d'apprentissage, elle monte toujours en paliers. Comme ça, il y a une période où on apprend, puis il y a une période un peu où on a l'impression que ça stagne, mais en fait on intègre. On apprend, on intègre, on apprend, on intègre. Donc il faut aussi avoir vraiment conscience qu'il ne faut pas faire de forcing, pas plus d'ailleurs par rapport à soi que par rapport aux autres quand on se forme. On se situe vraiment dans une dynamique de transformation douce. Donc moi je pense que ceux qui se sont lancés dans une course au diplôme, c'est dommage, pour pas dire d'ailleurs dommageable, parce qu'à un moment ils ne se donnent pas pour moi les outils véritables. Je pense que l'expérience et le travail du ressenti se fait sur la longueur. Et quand on va un peu trop vite, quand on veut se lancer alors qu'on n'est pas du tout prêt, on passe à côté de beaucoup de choses.
Alors j'insiste aussi sur l'intervalle entre 2 degrés, 2 niveaux, pour ceux qui vont faire des formations en séparant les niveaux. La première maître Reiki que j'ai eue à l'île Maurice me disait qu'il fallait à peu près 6 mois entre le premier et le deuxième niveau, qu'il fallait à peu près 2-3 ans entre le deuxième et le troisième niveau, et au moins 5 ans entre le troisième et le quatrième niveau. Alors, encore une fois, désolé, mais personnellement, moi je braque. En général, j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui peuvent tout à fait, d'une certaine manière, encaisser tous les niveaux en même temps sans aucun souci. Moi, encore une fois, il y en a d'autres. On pourrait leur laisser passer peut-être 20 ans entre 2 niveaux, et ben ils seront toujours pas prêts. Ce que j'essaye de dire, c'est que personne ne peut vous dire combien de temps il vous faut entre chaque niveau. Pour moi, il faut juste se sentir intimement prêt, pas se situer dans une course contre la montre, au risque de passer à côté de tout. Donc méfiez-vous un petit peu des gens qui vous disent « tu es prêt » ou « tu n'es pas prêt ». D'où ? Qui es-tu pour savoir ce qui est bon pour moi? Donc, écoutez-vous. Pour moi, c'est vraiment le plus important dans votre choix de formation. N'écoutez pas ce que vous disent les autres, parce que même avec la meilleure intention, les gens peuvent se tromper. Donc voilà pour un petit peu les motivations pour envisager de se former en énergétique. Du coup, est-ce que tout le monde peut se former en énergétique? Alors, les avis divergent sur la question. Moi, j'ai déjà vu, et on m'a aussi rapporté, que certains thérapeutes, comme ils craignent de perdre leurs clients, vont dissuader leurs élèves en fait d'aller se faire initier. J'ai même vu qu'il y en avait parfois qui allaient jusqu'à utiliser la peur en l'affirmant qu'ils sont pas prêts, ça va leur faire un choc. Et je vous redonne l'exemple de ma première maître Reiki qui, elle, régulièrement disait des choses comme ça, et ça me faisait saigner les oreilles. Je me dis, c'est pas possible, mais des fois, il vaut mieux être sourd, quoi. Clairement, ça s'appelle de la manipulation. Voilà, qu'on soit clair, moi je mets les choses carte sur table. Qui peut prétendre savoir mieux que la personne concernée si elle est prête ou pas à faire cette formation? Moi je vous dis personne. Donc je braque quand j'entends ça, et ça me fait honnêtement tellement mal que j'ai un petit peu tendance à réagir avec virulence. Mais bon, encore une fois, on l'a vu la dernière fois, je le répète, l'énergie n'agit jamais dans la violence. Donc elle ne peut pas amener quelqu'un à vivre des événements qu'il ou qu'elle n'est pas capable de supporter. Au contraire, cette énergie universelle va agir en profondeur. Elle va nous amener à rencontrer la source, la cause, l'origine de nos souffrances, de nos dysfonctionnements. Et même si ça bouscule parfois un petit peu, mais ça se fait toujours dans le respect de la personne et dans le but de l'aider à progresser dans sa vie. Donc ma réponse, c'est se faire former en énergétique, ça s'adresse à toutes et à tous. Qu'on soit bien portant ou malade, qu'on soit en début ou en fin de vie. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de problématique dessus. Moi, je suis pour une forme d'indépendance. Donc en ce sens, je trouve que le choix de se former, c'est une manière de se prendre en main et de se responsabiliser. Attention, quand on est formé, ça n'empêche pas de recevoir des soins énergétiques. Si vous avez quelqu'un ou dans votre famille, ou un ami, ou un thérapeute qui peut le faire, c'est toujours bon d'avoir un complément. Mais à un moment, il ne faut pas non plus toujours se laisser porter par les autres. Je fais régulièrement rigoler les personnes qui me consultent, parce qu'ils me demandent tous les combien il faut que je revienne, ou combien de séances il me faut. Et à chaque fois, je leur dis, mais moi, j'ai rien à vous dire. Je dois être certainement une des rares connes à vous dire, moins vous venez me voir, mieux je me porte, parce que ça veut dire que vous allez bien. Donc prenez votre santé en main, et écoutez-vous, et faites les choses par vous-même, parce que vous pouvez faire la même chose que moi. Moi, j'ai pas de don, je suis pas une illuminée, un petit peu perchée, mais gentiment perchée, mais j'ai travaillé pour, je me suis formée pour. Et depuis que je pratique, je dois reconnaître que j'ai pas une crève, pas un rhume, pas une gastro, évidemment pas de Covid, rien. J'ai une très bonne santé. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. Donc c'est important que chaque personne, quand elle va choisir de se former en énergétique, le fasse de son plein gré. Qu'elle le fasse parce qu'elle ressent cet appel intérieur, qu'elle cherche peut-être pas forcément à expliquer, mais qu'elle ne le fasse pas dans une sorte de quête d'idéal ou de surdiplomation. Je sais pas bien si ça existe comme mot, mais ça m'a plu sur le moment. Surdiplomation. Et certainement pas, en tout cas, dans un but de contrôle et de pouvoir.
Encore une fois, vous êtes libre. Donc, vous êtes le seul maître à bord. Et l'énergie, c'est un outil qui brille par sa simplicité. Donc, évitez tout ce qui va être compliqué, puisque ça reste très simple. Prenez soin d'écouter votre cœur. Il n'y a que lui qui sait si cette voix vous appelle et dans quelle direction vous avez envie de vous orienter. Encore, j'ai un petit coup de gueule, parce qu'il y a quand même des abus. Enfin, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt une mise en garde. On trouve aussi beaucoup de rituels dans les pratiques, dans les soins, dans les formations. Et derrière ces rituels, qu'est-ce qu'on trouve? Des peurs cachées. Alors, avant que je développe, je voudrais que vous entendiez le discours que je fais là. Ce que je raconte, ce que je vais vous raconter, n'est valable que pour l'énergie, l'énergétique. L'énergétique qui est pure. Je ne tiens pas le même discours pour les gens qui sont dans la médiumnité. C'est différent. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Mais quand on est juste dans l'énergie pure, voilà ce que je vais essayer de vous développer maintenant. La peur, c'est vraiment la seule chose qui va faire écran à votre pratique, qui va faire obstacle entre vous et la personne ou vous et la situation sur laquelle vous allez travailler. C'est la seule chose qui va bloquer dans votre pratique. Et je souhaite, mais vraiment, à tout le monde, très sincèrement, d'acquérir cette capacité de détecter la peur sous quelque forme qu'elle puisse se cacher. Parce que la peur est très insidieuse. Et parfois, même derrière le désir d'être thérapeute, il y a des peurs. Donc, commencez par détecter cette peur, transformez-la en amour. Parce que tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, eh bien, la peur est l'absence d'amour. Et quand vous allumez la lumière dans l'obscurité, eh bien, il n'y a plus d'ombre. Et bien, c'est pareil avec l'amour. Quand vous amenez l'amour où il y a de la peur, il n'y a plus de peur. Et dans beaucoup de soins, ou chez beaucoup de thérapeutes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rituels qui viennent s'infiltrer dans les techniques pour en fait combler une sorte de multitude de vides, vide entre autres, qui veut nous faire croire qu'on n'est pas assez suffisant, qui fait croire que quand on fait un soin, soi-même, on ne suffit pas. Et on entretient ces vides en les enjolivant de rituels qu'on perpétue en créant des tas de choses autour. Alors c'est très sympa, mais un petit peu à côté de la plaque. Vous allez voir que très souvent, quand vous pratiquez ou quand vous pratiquerez, on vous posera la question suivante. Comment est-ce que vous vous protégez? Alors moi je réponds à chaque fois, mais de quoi? Et si on pousse un peu le raisonnement avec ces personnes, vous allez vite vous rendre compte en fait qu'ils ne savent pas. Ils savent juste qu'on leur a dit qu'il fallait se protéger. Alors à un moment, il faut que ce soit clair. Ce sont de vieilles traditions qui sont complètement désuètes. Cette énergie, encore une fois, comme elle est très très pure, elle est lumière, elle est amour, elle est la vie, il n'y a pas besoin de se protéger. Je vais vous donner un exemple à travers ce qu'on appelle un truisme. Un truisme, c'est un peu comme une vérité banale, c'est un peu comme une lapalissade. C'est une vérité qui normalement n'a pas besoin d'être dite. Genre, l'été c'est la saison la plus chaude. Ou, c'est agréable de se détendre. Ça, ce sont des truismes, des vérités incontestables. Donc si le truisme est vrai, le soleil se lève à l'est, on peut se baser dessus. C'était vrai et ça l'est toujours. Maintenant, si le truisme qui était vrai, mais entre-temps on a découvert autre chose, par exemple que la Terre était plate, et qu'on continue à dire ce truisme aujourd'hui, force est de constater que c'est faux. Donc il faut comprendre que des choses qu'on pensait vraies à une certaine époque peuvent être fausses aujourd'hui. Alors je vais rentrer dans mon petit coup de gueule. Ceux qui sont debout, asseyez-vous. Ceux qui sont un peu croyants, prenez un collier d'ail parce que je vais vous dire un truc qui risque de d'ébranler beaucoup de gens. Le diable, ça n'existe pas. Pas plus que les entités dont leur rôle serait uniquement ici-bas d'errer et de mettre votre vie sans dessus-dessous, ou de se cacher dans un placard et au dernier moment d'en sortir pour faire BOUM! Non, ça n'existe pas. Pas plus que les fantômes qui vont venir se coller à vous comme une ombre et dont il va falloir se débarrasser toutes les semaines par des séances de guérison ou porter des cristaux ou des pendentifs hors de prix. Non, ça c'est de l'ego. Arrêtez de flatter votre ego. C'est fantaisie, c'est fruit de l'imagination. On renforce par toutes ces peurs les croyances qu'on a suscitées en nous. Et si jamais il y avait eu une entité qui a existé, sachez qu'elle est morte. Elle est surtout morte de rire quand elle va voir toutes les singeries que vous avez fait pour vous protéger contre elle.
Alors je vais vous donner quelques petits exemples de rituels qui sont fondés sur la peur et que vous pourrez régulièrement trouver dans ces pratiques. Alors, on peut vous parler des fleurs. On a tendance à dire que les fleurs éloignent les esprits. On vous parle aussi de vous secouer les mains pour vous débarrasser de l'énergie négative qu'on aurait absorbée des gens. Ou on vous dit de secouer les mains au-dessus d'un récipient d'eau pour envoyer l'énergie négative dans l'eau. Alors, moi, perso, je pose toujours la même question, mais on cherche à nettoyer quoi? L'énergie? Faut m'expliquer un peu comment on fait, c'est un peu le sketch laver plus blanc que blanc. Hein. On vous parle aussi de mélanger du sel à de l'eau pour neutraliser l'énergie négative et puis de vous laver les mains avec. On parle aussi de vaporiser ses mains avec de l'alcool, au cas où vous n'ayez pas d'eau, pas de sel, pas de récipient pour secouer vos mains. Il y a beaucoup de rituels au niveau des bougies. On va vous dire que certaines couleurs vont offrir une protection particulière. Oui. Ou tout simplement, vous mettez une intention, une bonne intention pour travailler avec cette bougie et ce sera tout aussi fort. Vous pouvez faire de la super magie, de super clin d'œil aux êtres de lumière, même avec une bougie noire, si vous dites que c'est une bougie qui est toute lumineuse et toute bien. Ça passe. Alors, le sens du mouvement. Vous allez voir aussi que selon les traditions, il va falloir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou au contraire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, pareil, réfléchissez. Est-ce que vous pensez que l'énergie vous a attendu pour savoir si elle doit tourner de gauche à droite ou de droite à gauche? L'orientation du patient. Alors, il y en a qui vont vous dire que le patient doit avoir la tête au nord, au sud ou à l'est. Oui, ma foi, surtout à l'ouest. On n'est pas en feng shui. Ça va aussi varier en fonction de votre formation. Ça dépend. Chacun fera bien ce qu'il veut. On a aussi des choses par rapport à les mains, par rapport aux mains. La main droite, c'est celle qui donne. La main gauche, c'est celle qui reçoit. Peut-être. Mais peut-être que vous avez les deux mains équilibrées. Ou peut-être que c'est inversé, que c'est votre main gauche qui donne et que c'est votre main droite qui reçoit. Ce n'est pas une règle fixe. Vous allez entendre régulièrement aussi de décroiser les membres ou de faire retourner la personne pour travailler sur le dos. Là aussi, je veux bien. Mais si l'énergie, elle est aussi intelligente qu'on le dit, est-ce que vous croyez que parce que vous avez les jambes croisées, elle va s'arrêter de circuler? Ou vous croyez que si vous mettez la personne sur le dos, ça va pas aller sur le ventre? Je sais pas. Bon, inversement, hein, sur le ventre, ça n'ira pas dans le dos. Je sais pas. Moi, ça m'interroge. Autre rituel, les bijoux et le cuir. Alors, beaucoup de thérapeutes vont vous dire qu'il faut enlever les bijoux. Il faut enlever le cuir parce que c'est de la peau morte. Le métal, tout ça, ça va interférer dans le processus de guérison. Moi, je dis pourquoi pas. Mais je suis pas convaincue du tout. Au niveau de l'expiration, vous allez avoir aussi beaucoup de thérapeutes qui vont souffler, tousser. Il y en a qui vont même rôter très très fort pour vous dire oh, tu vois bien que je suis en train de travailler et d'expulser toute l'énergie négative que j'ai absorbée de toi. Alors oui, quand on fait des soins énergétiques, on a des renvois, mais je pense qu'on peut faire ça de manière beaucoup plus discrète. Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas obligé de se faire percer le tympan par quelqu'un qui rote très très fort, mais il y en a que ça éclate. Pourquoi pas? Il y en a qui vont vous parler du rapport aussi par rapport à la colonne vertébrale, qui vont vous dire qu'il faut se tenir sur le côté droit de la personne si on veut travailler sur son côté droit, ou sur son côté gauche si on veut travailler sur le côté gauche. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Et certainement le dernier rituel, et peut-être pas le moindre, certainement même le plus important, les mouchoirs en papier. Très très important les mouchoirs en papier. Ça va être très utile quand vous aurez une pratique énergétique, certainement pour essuyer vos yeux, d'avoir ri si fort ou d'avoir tellement pleuré, je ne sais pas, que vous avez éteint vos bougies et que vous avez flingué vos fleurs en les mettant dans un pot d'eau salée alors que vous étiez censé secouer vos mains et que vos prières vont pas les ramener à la vie. Non, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on voit un peu du grand n'importe quoi. Donc plus sérieusement, on ne peut pas fonctionner à partir de l'amour quand on renforce le concept de peur. Alors, j'entends bien que notre culture fait qu'on alimente nos peurs de toutes sortes de rituels pour nous laisser croire que ces rituels sont des expressions de l'amour. C'est un peu comme la prière. À un moment, je trouve que c'est diminuer la prière que de s'en servir pour se protéger de quelque chose. Parce qu'on a besoin de se protéger de quoi? On réussit pas à voir que le mal, ce n'est rien d'autre qu'une illusion fallacieuse. Et depuis le début, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de mal ou pas de bien. C'est juste. Le mal, c'est nous qui projetons quelque chose. C'est nous qui inventons les choses. Qui, à l'origine, dans notre état d'être parfait, dans notre état d'âme,
parfait, dans notre être réel complet, ça n'existe pas. C'est juste illusoire. C'est faux. Mais ça fait partie d'un système de croyances erronées. Sauf que les gens, ce qu'on va appeler la conscience collective, entre toutes les personnes, ça se renforce, cette croyance erronée. Donc attention, réfléchissez. Est-ce que vous pensez sincèrement que si vous brandissez un bouquet de fleurs sous le nez d'un fantôme, il va s'enfuir à toutes jambes? Alors peut-être que oui. Peut-être seulement s'il a le rhume des foins. Clairement, si un fantôme erre dans les parages, ce n'est pas à cause de vous. C'est parce qu'il a ses propres problématiques à résoudre. Ses propres raisons d'avoir interrompu son cycle. Et vous croyez sincèrement que parce que vous allez secouer les mains, vous allez faire tomber de l'énergie négative dans un récipient? Mais vous faites quoi? Vous essayez de nettoyer l'énergie? Vous essayez de la noyer, cette énergie? Ça ne fait pas sens. Donc à un moment, il faut réfléchir. Donc le problème avec tous ces rituels de protection, c'est qu'à un moment, vous êtes en train de faire quelque chose qui est censé vous protéger, et inconsciemment vous vous dites qu'il y a quelque chose dont vous devriez avoir peur. Alors, on va s'inquiéter de la position du patient, on va s'inquiéter de la main employée, on craint de mal faire. Tout ça fait qu'à un moment, on reconnaît qu'on fait mal. Et en fait, moins vous allez consciemment reconnaître que ce rituel est issu de la peur, plus les effets de celle-ci, de cette peur, vont se faire ressentir. Donc à un moment, faites attention parce que ce n'est pas l'amour qui dirige votre soin, mais la peur. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez demander à vos patients de retirer vos bijoux ou leurs articles en cuir, moi je dis oui, simplement pour des questions de confort, il n'y a pas de problème. Si vous voulez laver les mains, vous lavez les mains après avoir fait un soin énergétique, je dis oui, mais peut-être plus pour des raisons d'hygiène. Mais pas pour vous dire qu'à vous seul, vous n'êtes pas suffisant, ou qu'il y a du mal, ou qu'il faut que vous soyez aidé, ou qu'il faut qu'il y ait d'autres trucs à côté. Ce n'est pas quand nous sommes limités. Nous n'avons pas de limite à ce qu'on peut faire. Il n'y en a aucune quand on veut faire un soin. Donc, retenez ceci, c'est important. Pas d'attachement, pas de contrainte, pas de rituel, pas de peur. Simplement des guérisons qui proviennent purement et simplement de l'univers, de la source, de Dieu, de ce truc qui est magnifique qui nous accompagne. Chacun prendra le mot qu'il veut en fonction de sa croyance. C'est vraiment important, hein. Il faut savoir identifier la peur parce que les gens vont la projeter sur vous. Et c'est contagieux la peur. Je pense que le contexte actuel en est l'exemple même. Il faut se méfier. Donc, plus vous aurez une pratique épurée, plus vous serez proche, à mon avis, de ce que c'est réellement. Un autre petit point, parce que je vois aussi fleurir beaucoup de formations à distance. Qu'est-ce qu'on peut en penser? On en voit de plus en plus sur Internet. Alors sur le principe, ça pourrait ne pas me choquer, puisqu'on a déjà dit que l'énergie n'avait aucune limite spatio-temporelle. Là-dessus, j'ai pas de problème. Là où moi j'ai des doutes, c'est que quand on va parler d'initiation à distance, puisqu'en fait, si on parle de tradition Reiki, Usui, le souffle et le toucher sont imposés lors de l'initiation. Donc à distance, je ne suis pas convaincue du tout. J'aurais tendance à vous dire, courage, fuyez. Voilà pour les formations à distance. Ensuite, comment on va choisir son enseignant et comment on va se former? Ça, c'est des questions que j'ai fréquemment parce que du coup, il y a énormément de formateurs, formatrices. Et comme je suis enseignante, je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible en vous disant « Écoutez votre cœur. Fiez-vous à votre intuition, au ressenti que vous avez avec la personne, à la manière qu'elle va avoir de s'exprimer. Tout simplement, écoutez votre petite voix intérieure. À un moment, vous aurez un petit ressenti. Donc si la personne vous dérange, si vous êtes mal à l'aise, ou si vous êtes tout de suite en confiance, ce sont des choses qu'il faut vraiment écouter. Parce que la relation enseignant-élève doit être basée sur la confiance, autant dans la personne que dans la matière qu'elle va vous enseigner. Après, il faut savoir aussi que l'enseignant n'a pas un rôle exceptionnel. Il montre le début du chemin, il va vous indiquer au mieux de ses connaissances les pièges, les écueils à éviter, les impasses que vous risquez de trouver. C'est juste un garde-fou qui, pour moi en tout cas, à aucun moment ne doit entraver la liberté de ses élèves. Là aussi,
Sachez qu'il n'y a aucune obligation d'effectuer tous les niveaux avec un même enseignant. Il est vraiment important que vous fassiez au gré de vos affinités, et vos affinités peuvent changer au fil du temps. Moi, j'avais commencé avec une, et puis j'ai tout repris avec une autre. Parce que la première m'a vraiment braqué. Je sentais qu'il y avait de la rivalité, je sentais qu'elle cherchait à m'embrigader plus qu'autre chose pour me contenir et me maintenir petite. Alors qu'en fait, tout ce qu'on nous demande, c'est d'exposer et de rayonner tout ce qu'on est. Donc suivez bien votre petite voix. Et si vous l'écoutez, votre choix sera bon. Il sera juste. Alors, j'en ai aussi qui me font ça, et je trouve que c'est très bien. Donc c'est peut-être un conseil que je vais vous donner. Si vous en ressentez le besoin, demandez un entretien préalable à votre peut-être futur enseignant, afin de vous assurer que le courant passe, afin de faciliter aussi votre décision. Je trouve que c'est complètement légitime. Et à aucun moment, ça ne doit faire l'objet d'une rémunération. J'ai eu, moi, une personne qui m'avait appelé, c'était même pas pour une formation, je crois que c'était pour un soin, mais elle me disait qu'elle voulait me rencontrer parce que son mari lui dit ci, son mari lui dit là, son mari lui dit mi, et je lui avais dit qu'il avait tout à fait raison de se méfier et que j'allais prendre le temps de la rencontrer, qu'il n'y avait pas de problème. Et elle est venue tester qui j'étais, voir qui je suis, voir mon environnement de travail, voir comment je travaille. Et encore une fois, c'est sain, et pas question de faire payer pour ça. Autre petit conseil, si vous voulez choisir votre enseignant, essayez de voir si vous pouvez obtenir un document justificatif. Entre autres son diplôme de maître, certifiant qu'il a suivi une formation et qu'il a bien son statut de maître. C'est un peu comme quand vous prenez un artisan, il faut s'assurer qu'il a des assurances, des garanties décennales. Ou quand vous allez voir un médecin, vous vous assurez quand même qu'il a quelques diplômes. Ben là, c'est la même chose. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous êtes décidé sur votre enseignant, que vous avez arrêté votre choix, ne vous posez plus de questions. Pourquoi je l'ai choisi? Est-ce que j'ai bien fait? Tout ça, c'est le mental. Et le mental, il va reprendre le dessus, il va essayer de vous planter. C'est son rôle. Donc, ne vous posez plus de questions et avancez. Tout ça, c'est important dans le choix d'un enseignant, quel qu'il soit. Moi, je parle d'énergétique, mais c'est valable pour n'importe quel enseignant de ce secteur-là. Ça peut être un naturopathe, c'est valable pour n'importe quelle formation. Il faut quand même s'assurer de quelques points, bien les vérifier. Toujours pareil, écoutez votre intuition et votre instinct et allez là où ça vous parle, là où vous vous sentez bien. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller faire des soins énergétiques, mais je pense qu'à un moment, c'est plus intéressant de se former. Moi, ma formation, par exemple, elle n'est pas très longue. Elle est 3 jours de théorie, 2 ou 3 jours de pratique, mais vous avez tout. Vous avez tout ce que j'ai à l'heure actuelle. Vous avez aussi bien des choses sur les chakras, sur les auras, sur les soins esséniens, sur le magnétisme, tous les cadrans pour penduler. Je vous apprends à faire des dégagements. Il y a toutes les fréquences de vibration. Il y a tout ce qui peut aller dans la pratique énergétique, donc de la lithothérapie. Mais vous aurez tout. Tout en une semaine. Moi je forme comme ça, vous pourrez tout trouver sur mon site, toujours pareil, hein, si vous tapez Alexandrine Fournier, vous me trouverez partout. Donc en conclusion, que ce soit avec moi ou que ce soit avec n'importe quelle autre personne avec qui vous allez envisager une formation, ne m'écoutez pas. N'écoutez pas ce que la personne raconte. N'écoutez pas ce que votre mari, ce que votre conjoint, ce que votre voisin, ce que votre pote peut vous raconter. Écoutez-vous. Suivez votre intuition. Qu'on parle à chaque fois de faire un soin énergétique ou de se former en entier. Ce qui est important, c'est vraiment que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut être responsable et autonome quand on parle de leur vie, quand on parle de leur corps, de leur santé. Et ça, c'est mon boulot, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. C'est important d'être en accord avec vous-même, d'aller là où ça vous parle, d'aller là où vous êtes en confiance. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à comparer les durées, les tarifs, les contenus, la personnalité. Suivez votre cœur. Personne d'autre. À partir de ce moment-là, quoi que vous fassiez pour vous, ce sera bien. Ce sera juste pour vous et ce sera parfait. Méfiez-vous quand même des thérapeutes qui vont vous promettre monts et merveilles, des thérapeutes qui vont faire boum, chakalaka boum, et à chaque fois, ils vont faire des tas de trucs bizarres ou qui vont faire la roue parce que ça fait joli. Méfiez-vous des gens qui proposent des trucs très 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 chers en prétendant que ça va être de meilleure qualité. C'est pas du tout assuré. Méfiez-vous des gens qui vous disent ce qui est bon pour vous. Encore une fois, très clairement, personne ne sait à part vous-même. Donc allez là où ça vous parle.
cheminez à votre rythme et vous ne pourrez pas faire d'erreur à partir de ce moment-là. Voilà, j'espère que c'est une autre petite clé que je vous donne pour prendre votre santé en main. Après les différents points qu'on a vus sur la sphère physique, vous avez pour l'instant les soins et la formation énergétique qui vous permettent de prendre votre santé à un autre niveau un petit peu plus subtil. Et la semaine prochaine, on reste dans la sphère énergétique, j'aborderai les chakras, qui restent quand même des points très importants quand on a une pratique énergétique. Et puis même si on ne sait pas forcément pratiquer, il faut quand même comprendre ce que c'est pour appréhender complètement ce qu'on est dans notre être global, dans la partie vraiment complète de notre être. Les chakras, c'est une porte d'entrée très importante. Voilà, comme à chaque fois, normalement sous la vidéo, vous trouverez aussi le lien pour le projet de dispensaire pour tous ceux qui souhaitent participer. Merci par avance pour tous ceux qui vont faire des dons, qui me soutiennent et qui m'aident dans cette entreprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein de belles énergies. Connectez-vous à vous, aimez-vous et important, prenez soin de vous. Je vous dis rendez-vous au fil de l'eau. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les chakras. Au plaisir, à bientôt.